La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La Voix du Peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La Voix du Peuple. Radio Avou l'été, l'esprit patriotique. Bonsoir N'Djamena, bonsoir Lomé à Abidjan, bonsoir Bamako, bonsoir Ouagadougou, Niamey, bonsoir à toute l'Afrique et bonsoir également à nos auditeurs qui suivent à travers cette émission. Et bienvenue donc dans votre émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K en Suisse-Almanique et La Voix du Peuple sur Radio Avou l'été. Mercredi 8 janvier dernier, le palais présidentiel du président tchadien Mahamat Idriss Déby a été attaqué par un commando. Selon un bilan officiel du gouvernement tchadien, 18 assaillants et 2 militaires ont été tués lors de cette attaque, dont le récit officiel met en doute certains opposants tchadiens. Qu'est-ce qui peut expliquer cette attaque du palais présidentiel de Mahamat Idriss Déby ? Fort Gnassingbé au pouvoir depuis 2005 après la mort de son père Gnassingbé Yadema. Mahamat Idriss Déby également au pouvoir depuis 2021 après la mort de son père Idriss Déby. Qui sont ces deux jeunes présidents qui veulent promouvoir le panafricanisme dans la dictature? Effectivement, ces deux sujets feront le débat panafricain avec nos invités qui sont en ligne avec nous. Et on va prendre en premier, depuis la France, Abdelkerim Yacoub Koudjoungoumi. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation et bonsoir à tous les auditeurs et les auditrices. Merci infiniment. Vous êtes doctorant en diplomatie, leader du mouvement politique tchadien, le Pacte des bâtisseurs. On accueille, il inclut à présenter la diaspora africaine et togolaise, on accueille en ligne depuis Canada, Ti Lawson Elou Nyamasadi, Hefume et Hegonale. Bonsoir. Bonsoir Amos, je salue toute votre équipe, toute la galaxie panafricaine. J'envoie mes chaleureuses salutations et également mes vœux au peuple tchadien, le peuple valeureux tchadien. Et en ce moment-ci où le pays est confronté à des attaques terroristes, je leur souhaite beaucoup de courage. Je lance également au peuple togolais en lutte pour sa libération, également mes saluts patriotiques. À toute l'Afrique, à toute la diaspora, je leur présente mes vœux de santé pour l'année nouvelle. Merci Amos pour cette invitation. Merci T. Nyamasadi Lossolelou est leader panafricain. Il intervient très souvent sur une chaîne panafricaine basée au Cameroun, For You Media. Thierry Lawson est également président du MTN Mouvement pour un Togo nouveau. Il est aussi un des fondateurs du mouvement Pyramide, Pyramide Débat. Merci infiniment. Alors rapidement, on retrouve notre ami tchadien Abdelkerim Yacoub Koudjoungoumi. Je le dis tantôt, il est doctorant en diplomatie, leader du mouvement politique tchadien, le Pacte des bâtisseurs. Alors, votre pays, le Tchad, justement, on nous informe justement que le calme est revenu depuis jeudi à N'Djamena, la capitale tchadienne, après l'attaque du palais présidentiel par un commando. Alors, Abdelkerim, qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, cette attaque? Alors, comme beaucoup des observateurs et comme beaucoup de Tchadiens, nous avons justement été surpris par cet événement du 8 janvier. Mais nous attendons de comprendre réellement ce qui s'est passé, d'avoir les éléments concrets qui nous permettront de pouvoir tirer les conclusions. Si vous avez remarqué, depuis le début de cet événement, on n'a que la narration ou le récit proposé par le gouvernement et on n'a
aucune observation ou des journalistes ou d'autres organisations qui puissent, indépendantes et libres, qui puissent aussi donner des versions des faits. Pour l'instant, nous sommes plutôt dans l'observation et essayons de comprendre, comme vous, qu'est-ce qui s'est réellement passé. L'opacité de la gestion de cet incident fait que les Tchadiens, en général, ont condamné toute forme d'attaque des institutions, mais le contexte actuel tchadien est complexe et spécifique. Vous savez très bien que la situation politique actuelle du Tchad est pratiquement en crise politique. Nous sommes en face d'un régime qui s'est imposé et qui est passé en force, qui a une opposition qui se pose toujours. Il y a des mouvements d'opposition qui refusent justement ces systèmes politiques en place. Nous avons la résistance armée qui s'oppose toujours. Il y a un échec de dialogue qui a été organisé. Il y a énormément d'autres éléments qui font que nous sommes dans une situation très compliquée. D'un côté, sur la question de la lutte contre le terrorisme, la lutte pour le panafricanisme, pour la libération de l'Afrique, c'est une lutte portée par le peuple tchadien, soutenue par la jeunesse tchadienne. Mais on se retrouve dans une situation où on a l'impression qu'un régime essaie justement de s'approprier ces luttes, de récupérer ces causes et l'utiliser comme un totem de légitimation de son pouvoir, alors qu'il n'a aucune légitimité du peuple ou son pouvoir est contesté. Vous voyez? Donc, on se retrouve un peu pris en tenaille dans la réalisation du désir de la jeunesse tchadienne et panafricaine de la libération totale de notre continent et dans la lutte aussi démocratique du peuple tchadien pour accéder à sa souveraineté. Parce que la souveraineté, on parle de la souveraineté du Tchad, mais le véritable dépositaire de cette souveraineté, c'est le peuple tchadien. Tout à fait. Alors, on voit très bien qu'on se retrouve dans une situation assez complexe. D'un côté, on est très content parce que nos aspirations sont en train de peut-être se réaliser, mais par une manière qui n'est pas aussi démocratique. Voilà, exactement. Alors, Abdelkarim Yacoub Koudjoungoumi, vous avez dit à l'entame de votre réaction que vous êtes un peu surpris de cette attaque. Là, selon le gouvernement, c'est une attaque de pieux nickelés, drogués et alcoolisés. Hein. C'est ce que dit le gouvernement. Alors, en gros, des commandos peu sérieux pour accomplir leur mission. En fait, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à très bien comprendre comment des personnes, comme vous dites, comme ils ont présenté, hein, des personnes pieds nickelés, qui étaient armées avec des armes blanches, qui étaient drogués, puissent s'en prendre à une institution la plus militarisée pratiquement de l'Afrique. C'est un bunker. Vous voyez? Donc c'est là où on est surpris. On se dit comment ces gens-là puissent même espérer atteindre leur objectif. Y a-t-il une manipulation derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière exactement? Ou bien, réellement, quelque chose s'est passé, il y a un coup d'État il y a une tentative de coup d'État, et que ça a échoué, et que ce gouvernement a l'habitude d'étouffer des événements de cette ampleur, en essayant de peut-être mettre en avant cet incident. Parce qu'on ne comprend pas comment se fait-il qu'il y ait des échanges de tirs pendant 1 heure avec des gens qui ont des armes blanches, qui n'ont pas des armes. Parce que des gens qui sont d'Amena, qu'on a eu au téléphone, ils disent bien qu'il y a eu des échanges de tirs pendant 1 heure. Avec qui ils ont échangé des tirs? Si les 24 personnes qui ont attaqué, qui ont des armes blanches. Personnellement, je connais ces régimes, je connais le régime de son père pendant 30 ans. Ils ont cette fâcheuse tendance à vouloir toujours occulter des événements graves pour pouvoir continuer à faire en sorte comme s'ils gardaient le contrôle. Ils ont l'habitude de faire ça, mais attendons voir réellement qu'est-ce qui s'est passé
tant qu'on n'a pas différentes versions, et on n'a que la version du gouvernement, et connaissant la nature de la parole et la valeur de la parole de ce gouvernement, franchement, personnellement, je ne fais pas confiance à leurs paroles. Je veux des enquêtes internationales, des enquêtes indépendantes, que les organisations de défense des droits humains, la société civile, tout le monde puisse être impliqué, que les rescapés qui ont été arrêtés, qui ont été faits prisonniers et blessés, puissent parler, qu'on les interroge par des organisations indépendantes pour que la lumière puisse être faite. Puisque pour l'instant, on a vu des extraits de vidéos, mais ça ne dit pas tout. Ça ne dit pas tout. D'accord. Alors, Nyamasadi Lossonelou, merci de nous accompagner dans ce débat panafricain. Vous avez suivi tout à l'heure le Tchadien Abdelkarim Yacoub Koudjougoumi. Il est doctorant en diplomatie, leader du mouvement politique tchadien, le Pacte des baptiseurs, basé justement, si je ne me trompe pas, en France. Alors, vous êtes aussi leader panafricain. Vous faites de très bonnes analyses d'ailleurs sur Foyo Media, basé au Cameroun. Alors, vous avez suivi de près cette attaque survenue au Tchad, selon beaucoup de Tchadiens, comme vous l'avez suivi, le leader du mouvement politique tchadien, le pape des bâtisseurs, Abdelkarim Yacoub, c'est un peu flou, ils n'arrivent pas à comprendre. Alors, pour vous, qu'est-ce qui peut expliquer cette attaque selon vous? D'abord, il faut, d'entrée de jeu, présenter nos condoléances les plus attristées au peuple tchadien. À chaque vie qui est perdue est une vie de perdu de trop. Il faut absolument que toutes les familles qui ont perdu quelqu'un au cours de cet incident malheureux, que nous puissions présenter nos condoléances les plus attristées et souhaiter la paix pour le peuple tchadien. Sur l'événement lui-même, il faut, de toute évidence, convoquer de l'analyse politique. Sur les principes, il me semble que le peuple tchadien, dans son ensemble, se bat pour un pays souverain, un pays pacifié, et également pour s'assurer d'un développement et la redistribution, n'est-ce pas, pour l'ensemble des Tchadiens. De ce point de vue, on ne peut que soutenir le combat souverainiste, le combat de libération, le combat contre le leader terroriste du peuple tchadien. Nous savons l'histoire, nous savons comment ce peuple courageux s'est battu contre le terrorisme au Sahel, contre le Boko Haram, et un peu partout sur le continent. Et nous savons également comment ce peuple est toujours en proie à des velléités de déstabilisation des groupes terroristes soutenus justement par des Occidentaux. Et donc cette attaque, quelque part, ne nous surprend pas et nous estimons que en l'état des choses, il faut de toute façon, vu la nature du régime, un régime que nous savons dictatorial, imposé par la volonté de la France et de la famille Déby, et que les mécanismes de transmission de ce pouvoir démocratique n'ont pas été respectés. Le père meurt dans des conditions troubles, le fils le remplace au pied levé et s'impose par la suite par la violence. On a encore en mémoire l'assassinat de l'opposant Djibo de façon assez rocambolesque. Les élections qui sont organisées dans des conditions assez troubles. Tous ces éléments-là n'amènent pas quand même à convoquer, je dirais, la vraie souveraineté, la vraie volonté du peuple tchadien de sortir de cette sempiternelle mécanique de violence, de rébellion, de guerre, où le fusil s'impose à la volonté et à la souveraineté de tout un peuple. Ayant dit cela, il faut quand même rester mesuré sur l'événement lui-même, puisque, comme l'a dit tout à l'heure Abdelkarim, tous les éléments ne sont pas encore en place
pour avoir l'heure juste de la situation. On a le sentiment qu'il y a un brouillard et le narratif du gouvernement ne répond pas tout à fait à l'analyse critique de ce qui s'est réellement passé si on s'en tient aux faits. Et donc, les quelques personnes niquelées selon la déclaration du porte-parole du gouvernement drogué, avec un pick-up devant la présidence qui a simulé une panne, puis après, il y a une attaque. On se demande, c'est quoi les objectifs? Vu les moyens, le rapport de force et les moyens déployés, on se pose un certain nombre de questions et on espère quand même que le gouvernement sera en mesure d'apporter tous les éléments factuels pour permettre à l'opinion de se faire une idée sur ce qui s'est réellement passé. Vous savez, les régimes de dictature inventent souvent des coups d'État factices ou des attaques, des complots. En tout cas, nous, Togolais, on est très édifiés pour en savoir combien Tout de à coups fait. d'État il y a des morts à inventer réel ou supposé pour se donner une forme de légitimité et même va jusqu'à organiser un soi-disant attentat d'avion, l'attentat de Sarakawa. Et à travers cet attentat, c'est tout un discours, je dirais, nationaliste contre l'Occident, contre la France. Il est allé jusqu'à nationaliser la société de phosphate au Togo. Mais tout cet argent, par la suite, est rentré dans sa propre poche. Bref, il y a toutes sortes de faux fuyants que les dictateurs utilisent quand même pour pouvoir se donner une certaine légitimité quand ils sont en difficulté avec leur maître qui les a imposés. Alors, tous ces éléments nous permettent justement de rester de façon en proportion gardée, assez prudente sur les faits. Mais il faut quand même, de toute façon, de toute évidence, condamner la violence sous toutes ses formes et souhaiter que les vrais leviers de souveraineté reviennent au peuple tchadien seul, libre, et pour pouvoir choisir son avenir, ses dirigeants, également son programme de développement. D'accord, alors en Crotier, des commandos peu sérieux pour accomplir leur mission. Alors, Abdelkarim Yacoub Koudjougoumi, justement, l'avait dit, mais je veux encore mieux comprendre le récit de cette attaque contre le palais présidentiel au Tchad, est encore flou, met en doute certains opposants tchadiens. Alors, Abdelkarim Koudjougoumi, est-ce que vous avez les mêmes ressentis que certains opposants tchadiens? Oui, en fait, comme je vous ai dit au début, c'est un événement, comme le frère l'a dit tout à l'heure, qui a mené à des pertes de vie humaines et tchadiennes, et ça a endeuillé beaucoup de familles. Et il y a beaucoup de versions qui circulent, des versions qui ne sont pas officielles. Il y en a qui disent que non, ce sont des ouvriers qui revenaient des chantiers avec leurs outils de chantier et qu'ils ont été leur voiture était en panne et que, vous savez, au Tchad, quand on s'arrête devant la présidence, en général, c'est pas la première fois qu'on tire sur des voitures qui s'arrêtent devant la présidence. C'est un endroit très risqué et beaucoup de gens se sont fait abattre juste parce que leur voiture est tombée en panne et qu'ils sont descendus. Les gardiens de la présidence ont la gâchette très facile et ils sont très nerveux. Et surtout qu'en ce moment, on traverse une période où ils sont tous tendus par rapport à la situation, la rupture diplomatique, la rupture de coopération militaire avec la France. Mamad Déby lui-même a dit qu'il craint que la France ou d'autres pays risquent de les déstabiliser. Donc, je crois qu'ils étaient surarmés et ils étaient vraiment très tendus. Donc, il y a énormément de versions qui circulent. Et maintenant, ils ont diffusé la vidéo qui montre que, voilà, il y a eu des attaques, on voit des gens s'en prendre à des militaires. Beaucoup demandent aussi qu'on diffuse toute la vidéo, parce qu'il y a eu seulement 30 secondes où on voit des interactions où des gens se battent, ou des militaires tirer des coups de feu. Mais si on a juste des séquences du film, on ne comprend pas. Il faut avoir l'ensemble du film. On espère que le procureur de la République donnera accès à l'ensemble de la vidéo pour qu'on puisse vraiment comprendre ce qui s'est passé. Maintenant, mettre en doute, on ne sait pas, puisque chacun est sur sa garde. Quand je dis chacun sur sa garde, c'est que on connaît la nature de ces régimes.
on sait comment ils sont capables de pouvoir monter des scénarios, des narrations pour justifier parfois l'injustifiable. Quand ils ont assassiné notre camarade, l'opposant Yaya Dilo, ils ont monté tout un scénario. Quand ils ont attaqué, ils ont assassiné les 300 camarades du mouvement des transformateurs, nos camarades qui ont été abattus comme des lapins par ces gardes républicains, ils ont monté des scénarios. Ils ont expliqué que c'est une insurrection, que ce jeune-là était équipé de coupe-coupes, des couteaux, ils ont attaqué des commissariats et qu'ils ont été obligés de les assassiner. Vous voyez? On a vu encore des répressions contre des manifestations pacifiques. On a vu cette méthode, on connaît cette méthode. Ça fait 30 ans qu'on en subit et que ce régime actuel n'est que la continuité des 30 années du régime précédent. Les Tchadiens sont très prudents, sont méfiants quand ils savent la nature du régime qu'ils ont en face et qu'ils en ont subi dans leur chair. Maintenant, on attend. On attend que la vérité puisse émaner non pas seulement du côté du gouvernement, mais comme je le disais au début, il faut des acteurs neutres, des enquêtes internationales pour vraiment mettre la lumière. Dans le cas échéant, que le gouvernement donne tous les éléments qui permettront à l'ensemble des Tchadiens d'en apprécier le contenu et d'en tirer des conclusions. D'accord. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, quand Mahamat Déby dit que oui, beaucoup disent que mon régime est déstabilisé parce que j'ai pris des positions courageuses, parce que j'ai décidé de rompre les relations de coopération militaire, de demander le départ des bases militaires françaises. Mais ça, son père aussi l'a fait. Son père aussi a commencé à prendre des positions panafricaines quand il était en difficulté. Quand la communauté internationale commençait à hausser le ton, ou quand on commençait à leur demander réellement des actes politiques qui permettront au peuple tchadien de pouvoir s'approprier sa souveraineté et qu'eux, ils se braquaient, ils utilisaient cette lutte panafricaine comme chantage. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Ils s'en appropriaient. On va en parler. Finalement, oui, finalement, on se retrouve... franchement, c'est assez délicat pour les Tchadiens. On se retrouve dans une situation très complexe, quoi. Tout à fait. On comprend. On va en parler tout à l'heure. On est très content et on est en même temps très triste. Et en même temps très content parce que l'Afrique est en train de se libérer, parce que les bases militaires françaises qu'on a demandé leur départ, parce que ces mêmes bases militaires servaient de parapluie à ces régimes. C'est ça, ce que Macron l'a dit de façon indirecte on va en parler tout à l'heure. Et aux autres que si vous êtes là, c'est grâce à nous. C'est ce qu'il a dit clairement. D'accord. Vous voyez, donc on comprend bien. On a demandé le départ non, je vais ajouter une chose. Nous, on a demandé le départ de l'armée française et même l'annulation de cette coopération militaire parce que tous les résistants tchadiens, quand ils ont commencé à descendre sur N'Djamena, ce sont les avions français qui ont bombardé nos camarades, qui ont tué des résistants tchadiens. Et quand les résistants étaient N'Djamena, qu'ils ont encerclé Idriss Déby à l'époque dans son palais, qui l'a sauvé? C'est l'armée française. Donc, aujourd'hui, finalement, on essaie de comprendre, est-ce que cette position brusque, on a été tous surpris par cette position, est-ce que c'est une chamaillerie entre deux alliés qui ont des embrouilles entre eux, que l'un essaye de pouvoir utiliser un levier pour s'émanciper de l'autre? On ne sait pas. Vous voyez, ça c'est aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand le panafricanisme africain prenait de l'ampleur, quand un peu les gens commençaient à demander l'adhésion du Tchad à l'AES, quand les gens commençaient, tous les Tchadiens demandaient que le Tchad puisse aussi prendre ses positions. Qu'est-ce qu'il fait, Idriss Déby, le fils de Déby? Il court pour aller voir Poutine. C'est clair. Vous voyez? Je vais vous relancer bientôt sur cette question. Avant de vous relancer, c'est compliqué. On est dans une situation compliquée, en tout cas. Mais un peuple éveillé arrive toujours à s'en sortir. Alors, Nyama Sadi, vous avez suivi Abdelkarim tout à l'heure. Un flou total autour de cette attaque
de la présidence de Idriss Déby et cela met toujours en doute beaucoup d'opposants au Tchad. Est-ce que vous avez les mêmes ressentis que certains opposants tchadiens, vous qui êtes un analyste panafricain, un leader panafricain, Niamassali Loson-Lelou? Je pense de toute évidence que les éléments factuels ne sont pas tout à fait rassemblés pour avoir une analyse, un décryptage, je dirais, une critique objective de la situation, ce qui donc amène à des zones d'ombre. Vous savez, à chaque fois qu'il y a dans le flou, il y a des loups. Je crois que c'est Martine Aubry qui l'a dit. Donc, de ce point de vue, il faut rapidement que le gouvernement tchadien apporte tous les éléments nécessaires pour permettre à l'opinion de se faire son idée. Le procureur de la République également doit pouvoir apporter les éléments factuels, les éléments probants. Et quand il y a effectivement attaque ou il y a je dirais tentative de déstabilisation, eh bien que la justice puisse faire son cours et que il faudrait absolument que la justice tchadienne puisse se prononcer en s'assurant que les prévenus puissent aussi être défendus dans les règles de l'art pour se faire absolument, pour que la justice se prononce sur le sujet. Sans cela, sans l'élément judiciaire, il reste donc que on ne peut pas complètement avoir confiance à la parole, n'est-ce pas, d'un gouvernement militaire et qui n'a aucune idée, qui n'a aucune volonté de pouvoir permettre que la démocratie réelle, c'est-à-dire la souveraineté du peuple tchadien, puisse s'exprimer, que ce soit dans les urnes, que ce soit dans les institutions démocratiques ou même que ce soit dans les médias ou dans l'opinion. Donc, de ce point de vue, il me semble qu'il faut rester assez prudent et attendre donc que les éléments tout à fait factuels, probants, qui, hors de tout doute, puissent nous amener à faire une idée précise de ce qui s'est passé. L'analyse politique qu'il faut retenir de ça, le tempo politique aussi est assez troublant. Les déclarations que nous saluons du président Kaka Déby face à la volonté impérialiste, néocolonialiste assez, je dirais, condescendante de Macron qui ne comprend pas que les époques ont changé. Et donc, le réparti du président Kaka Déby, en tout cas du point de vue panafricain, on le salue des deux mains. Sa volonté également de faire quitter les bases militaires, c'est des pas assez encourageants sur le chemin justement de la libération, de la souveraineté. Mais de toute évidence, au niveau panafricain, nous sommes, en tout cas au niveau de pyramide, nous soutenons la souveraineté du peuple. Notre combat, c'est pour la souveraineté du peuple et non pour les souverains. D'accord. Donc, il y a quand même ce distinguo à faire entre la lutte panafricaine. Vous allez réagir plus tard sur cette question qui va bientôt arriver. Je voudrais quand même qu'on l'entame en même temps puisque vous insistez. Alors, Abdelkerim, depuis lundi 6 janvier dernier, le président français avait déclaré lors de la conférence des ambassadeurs et ambassadrices à Paris que la France avait eu raison d'intervenir militairement au Sahel contre le terrorisme depuis 2013, mais que le dirigeant africain avait oublié de lui dire merci. Alors, rapidement, réponse du berger à la bergère. Alors, frustration totale au niveau panafricain, au niveau africain. Alors, concernant les propos du président Macron, son homologue tchadien, Idriss Déby, votre président d'ailleurs, a jugé qu'il frise le mépris envers l'Afrique et les Africains. Déby va plus loin en déclarant que le président français se trompe d'époque. Alors, le chef de l'État tchadien serait-il piqué soudainement par le virus panafricaniste? Abdelkerim. Comme l'a dit tout à l'heure le frère, quand on entend ou quand des Africains, quelle que soit leur nature, autres, prennent des positions qui vont dans le sens de l'aspiration de notre peuple et de sa diaspora, ça fait toujours vibrer nos cœurs et ça fait toujours, ça nous réveille, tu vois. Mais parfois, il faut aussi faire attention
pour ne pas justement se laisser manipuler ou se laisser arracher ces aspirations par des individus, quelle que soit leur prise de position ou quelle que soit leur légitimité ou quelle que soit leur position, puissent détourner et s'en approprier. Est-ce que, la question que moi je pose, est-ce que c'est la première fois ou c'est le 6 janvier que des dirigeants occidentaux ou un président français ou Macron a manqué du respect à l'Afrique, aux Africains? Est-ce que c'est la première fois qu'il y a eu des propos qui frisent le mépris envers nos dirigeants, nos peuples et envers l'Afrique? Non. Il y a eu énormément de périodes où ces mêmes individus ont préféré des mêmes paroles de mépris. Mais aucun d'entre eux n'a parlé. Aucun d'entre eux n'a osé lever le petit doigt pour protester. Vous voyez? Donc moi, j'essaie de ne pas me laisser impressionner par l'émotion Donc aussi, si vous comprenez bien, Abdelkarim, Déby est panafricain quand ça l'arrange. En fait, c'est pour ça que je disais que c'est assez délicat comme situation. J'ai l'impression que ces dirigeants-là découvrent aujourd'hui que la France et ses dirigeants ont manqué de respect à l'Afrique ou ont prononcé des mépris à l'Afrique ou par leur position ont cette tendance fâcheuse de vouloir continuer la colonisation, la domination et l'impérialisme sur notre peuple et la captation de nos ressources. Des déclarations ont eu lieu envers les dirigeants burkinabés. Des déclarations ont eu lieu envers les dirigeants maliens. Des déclarations ont eu lieu envers les dirigeants nigériens. Qui a parlé? Personne. Abdelkarim, mais vous saluez quand même la réaction du président Déby, mais vous êtes aussi vigilant. Est-ce que Déby est le seul à avoir réagi? Tout le peuple tchadien a réagi. Tout le peuple africain a réagi. Est-il le seul? Non. Donc c'est pour ça que j'ai dit, pour nous, bon, il essaye de répéter ce que le peuple a dit ou pense ou le sent. Ok. Dans ce cas-là, nous lui disons d'aller jusqu'au bout de cette logique. S'il a été touché par cet esprit de nos ancêtres, par cet esprit de notre peuple, et s'il a été touché par cette grâce de la mère Afrique, qu'il a enfin ouvert les yeux, qu'il a reconnu son tort, ses fautes, il a deux choses à faire. Pour qu'on puisse le croire, demander pardon. Pardon au peuple tchadien et au peuple africain pour les crimes qu'il a commis et pour les erreurs qu'il a commis. Deux, de remettre la souveraineté aux dépositaires, au peuple tchadien, en essayant d'organiser des élections, réconcilier les Tchadiens et remettre le pouvoir à celui qui a gagné de cette élection de façon transparente, par la volonté du peuple, et se retirer dignement. Ça, on va le croire qu'il est sincère. Ce qui manque dans tout ce que vous dites, c'est le manque de confiance de ce peuple en ses dirigeants et le manque de sincérité de ce peuple-là. Nous ne nous contentons pas de postures. Nous ne nous contentons pas de déclarations. Nous voulons des actes. Nous voulons des actes concrets. Nous voulons de la compassion. Nous voulons de la reconnaissance des fautes et des erreurs. Nous voulons des demandes de pardon. Nous voulons qu'ils s'agenouillent devant le peuple et demander pardon.
C'est de ça que on croira à sa sincérité. Tu ne peux pas t'accrocher au pouvoir en tenant le peuple en joue, en disant à ce peuple-là que non, moi, je suis pour la souveraineté du peuple, je suis pour la souveraineté de l'Afrique, mais il faut que ce soit moi d'abord qui soit dépositaire de cette souveraineté. Vous voyez, c'est de cela qu'il s'agit. On comprend votre réaction. On dit au peuple que je suis pour la souveraineté de l'Afrique, je suis pour la souveraineté du peuple, à condition que je sois moi le dépositaire de cette souveraineté. D'accord. C'est ce qu'il fait. On va voir ce que pense également le Togolais panafricain, le leader panafricain T. Lossonelou. Tantôt, vous avez salué la réaction du président Idriss Déby. Alors, selon Abdelkarim, donc Idriss Déby peut faire mieux que ça en respectant le peuple tchadien, en demandant pardon au peuple tchadien. Est-ce que vous nous donnez raison? Est-ce que nos chefs d'État sont-ils panafricains quand ça les arrange? Vous avez suivi la réaction du berger, la réponse du berger à la bergère rapidement. Idriss Déby est tellement fâché, comme beaucoup d'Africains d'ailleurs, et a dit à la France, non. Vous trompez d'époque, Tché. Oui, les plaques tectoniques au niveau, je dirais, de la volonté panafricaine des peuples africains de s'affranchir de cette forme de colonialisme ou de néocolonialisme imposé par De Gaulle, qui a refusé la décolonisation de l'Afrique et qui a voulu faire de l'Afrique cet empire français de domination, d'exploitation, en vue de s'accaparer de nos ressources pour reconstruire une France laminée à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Ce système a eu des implications sur le plan militaire, avec des présents des bases militaires françaises un peu partout en Afrique qui ne servent qu'à soutenir la politique d'influence de la France, à contrôler les routes et les minerais stratégiques pour la France et non pour la sécurité de l'Afrique, puisque pour les Africains, ce n'est que des coups d'État ou des maintiens des dictateurs ou des enfants de dictateurs. Sur le plan économique, avec une monnaie scélérate, une monnaie nazie, le franc CFA, avec tout ce que ça fait comme étranglement et empêche le développement du continent, et sur le plan culturel, et de contrôle de l'imaginaire africain, une forme de dépendance et aussi d'acculturation d'une certaine manière. Et donc, de ce point de vue, aujourd'hui, 60 ans plus tard, l'impossibilité pour la France de changer de logiciel a fait en sorte qu'elle a été rattrapée justement par un boomerang historique qui fait aujourd'hui que les pères de l'indépendance, les pères qui ont voulu vraiment s'affranchir de la colonisation, leur combat a ressurgi aujourd'hui à travers une jeunesse libre, une jeunesse africaine qui veut vraiment s'affranchir justement de cette forme de domination et assumer, n'est-ce pas, le développement de l'Afrique, l'unité de l'Afrique également sur le plan politique, économique, intellectuel, structurel aussi, et également ouvrir un chemin de repositionnement de l'Afrique dans l'ordre géopolitique mondial qui est en train de se reconfigurer avec l'émergence des BRICS et des puissances militaires et économiques comme la Russie, qui a réussi à sortir victorieux de la guerre imposée par l'OTAN et les anglo-saxons en Ukraine. Alors, quand on regarde donc ce mouvement des plaques géotectoniques sur le continent, on ne peut que saluer justement les prises d'opposition comme celle du président Kaka Déby, qui a répondu au président Macron, qui se trompe d'époque dans son mépris, dans sa condescendance et surtout dans cette forme qui frise même le racisme. Les Africains sont considérés toujours comme des enfants, des adolescents à qui on peut dicter la volonté de l'Occident. Mais c'est aussi une forme d'amnésie du président français de ne pas savoir que si la France tient debout aujourd'hui, c'est grâce à l'Afrique. On se rappelle que ce soit la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale, c'est plus de 120 000 Africains qu'on a malheureusement appelés des tirailleurs sénégalais,
et qui se sont battus pour sauver la France de les mains des nazis, sinon la France ne serait allemande aujourd'hui. La Deuxième Guerre mondiale, c'est plus de 87 000 Tchadiens, Maliens, Burkinabés, en tout cas Africains, qui sont morts sur le sol français pour pouvoir libérer la France. Vous ne verrez aucune stèle, n'est-ce pas, à la mémoire de tous ces soldats, de ces héros qui se sont battus pour libérer la France. Donc, M. Macron a la mémoire courte, sélective, parce qu'il s'agit justement de révéler qui... Donc, en gros, Idriss Déby devient panafricain quand ça l'arrange, à entendre tout à l'heure notre invité tchadien Abdelkerim. Sur le plan panafricain, il faut reformuler la problématique. Vous savez, Pyramide se bat pour la souveraineté de l'Afrique, c'est-à-dire que le peuple africain reprend le pouvoir sur son destin et sa destinée. Donc, c'est différent absolument des souverains, d'une lutte pour les souverains. Donc, il faut faire un distinguo entre la souveraineté et les souverains. Alors, il y a des dictateurs qui veulent, n'est-ce pas, s'imposer au peuple africain par des moyens détournés parce qu'ils sont en froid avec leurs metteurs en scène, leurs maîtres. Donc, ces valets locaux veulent quelque part se positionner comme des panafricains. Donc, surfent sur le discours panafricaniste pour se donner une certaine légitimité. Et donc, il y a des panafricains qui les soutiennent. Et là, c'est une lutte pour le souverain. Il faut donc, me semble-t-il, établir cette différenciation, ce distinguo entre la lutte pour un souverain et la lutte pour la souveraineté. Nous, on s'engage dans la lutte pour la souveraineté du peuple africain, ce qui suppose que cette lutte-là redonne au peuple les éléments du pouvoir dont il dispose. C'est ça la démocratie, le fondement même de la démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Et là, les critères sont assez objectifs. Le premier, c'est l'isocratie, c'est-à-dire le fait que les citoyens soient égaux, n'est-ce pas, devant le pouvoir et que chaque citoyen ait la possibilité de pouvoir, à travers des élections libres et démocratiques, d'assumer, n'est-ce pas, la capacité de diriger et de pouvoir gouverner le peuple. Donc, quand on retire ce droit au peuple, ce n'est pas la souveraineté. Le deuxième élément, rapidement, Amos... Non, mais je vais vous laisser. La deuxième question va vous aider à développer parce que c'est pratiquement dans le même sens, parce qu'on va conclure avec Abdelkerim. La deuxième question va vous retenir très bien noté encore. Je ne pense pas, je ne vous coupe pas pour vous détourner de votre développement, mais je sais que la deuxième question va vous aider à mieux développer votre idée. Alors, Abdelkerim, on va en même temps conclure. Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005 après la mort de son père Gnassingbé Yadema. Mahamat Idriss Déby au pouvoir également depuis 2021 après la mort de son père Idriss Déby. Alors, qui sont ces deux jeunes présidents qui veulent promouvoir le panafricanisme de la dictature? Abdelkerim, pour conclure. Alors, c'est comme vous avez dit, c'est le produit de la France-Afrique. Les deux sont le produit de la France-Afrique. Maintenant, ce que vous avez dit tout à l'heure et que mon frère aussi, co-débatteur, a dit, il faut juste ne pas se laisser piéger par des souverains qui veulent utiliser ces leviers pour pouvoir transformer ou même changer des paradigmes, changer des logiciels afin de continuer encore à pouvoir dominer et s'asseoir sur notre peuple. C'est de cela qu'il s'agit. C'est une question qu'il faut poser au peuple. C'est à eux de poser la question au peuple. Et comment on pose des questions au peuple? C'est en leur redonnant leur souveraineté. Vous ne pouvez, Faure Gnassingbé ne peut pas dire que je vais lutter contre l'impérialisme, je vais maintenant être pour le peuple togolais, tout en tenant le peuple togolais en joue, tout en emprisonnant des opposants, tout en manipulant, en tripatouillant les institutions togolaises. Comment tu peux en même temps mettre ton pied sur le cou de ce peuple en lui disant « T'inquiète pas, je suis là pour ta souveraineté ». C'est ça. Matériellement, factuellement, ce qui est en train de se passer. Pour moi, c'est des usurpateurs.
des usurpateurs, des individus ou même des systèmes, des familles qui veulent se réinventer en s'habillant par le cap de la souveraineté panafricaine, de la lutte panafricaine pour se faire encore accepter par ce peuple. Ils veulent se poser en sauveur de ce peuple. Vous voyez? C'est pour ça que je dis que les Tchadiens sont dans une situation kafkaïenne. Je pense que beaucoup de panafricains n'ont pas, par émotion, en voyant cette lutte panafricaine peut-être aboutir, sont en train de se faire piéger sans qu'ils se rendent compte. Je suis absolument d'accord par mes frères du pyramide quand ils disent que l'objectif, ce n'est pas le souverain, mais la souveraineté du peuple. Donc, nous nous retrouvons face à une situation où ces individus ont compris l'enjeu et ils veulent survivre, se réinventer, se réincarner dans cette matrice africaine qui est en train de naître. Et se positionner encore comme des vierges qui vont libérer notre peuple. Non. Nous devons faire très attention, très attention. Nous devons être solidaires entre ces peuples qui luttent, se soutenir et dire clairement et exiger à ces individus, qu'ils soient Faure Sibé, les Déby, les Camerounais, là, Paul Biya, ou son fils, il s'appelle comment déjà, ou ceux de Sassou, tous ceux qui sont en train de préparer leurs enfants à prendre la relève, là, leur dire, si vous êtes sincères, si vous avez compris que vous avez fait des fautes, que vous étiez sur le mauvais chemin, qu'on vous a manipulé, que vous avez servi au détriment de votre peuple, si vous êtes sincères, eh bien, comme j'ai dit au début, posez des actes que ce peuple-là puisse enfin croire en vous, parce que vous avez fait tellement de mal à ce peuple que pour vous croire, il faut aussi, comme la posture que vous avez prise face à la France, prenez des postures, posez des actes de cette envergure, peut-être en démissionnant, peut-être en remettant ce pouvoir à ce peuple. C'est comme ça qu'on va vous croire. Sinon, si demain, la France accepte de jouer le jeu, à jouer avec vous le tango de la révolution africaine, eh bien, vous allez réaccepter encore des choses que le peuple n'acceptera jamais. Puisque l'histoire nous a enseigné, n'oubliez pas, nous devons retenir ce que nos aînés ont subi. Ceux qui se sont battus pour l'indépendance, les Sankara, les Kwame Nkrumah, les Lumumba, Amilcar Cabral, et j'en passe. Ils nous ont laissé des écrits. Ils nous ont dit des choses. Nous devons nous en souvenir en permanence parce que c'est ce chemin qu'ils ont montré qui nous sauvera. Mais si nous ne croyons pas à ces aînés qui ont donné leur vie pour le continent, en restant dignes et droits dans leurs bottes, et que si vous allez croire à ces produits de ces individus issus même de la France-Afrique de pire espèce, eh bien, nous nous trompons. Nous allons nous réveiller brutalement. Merci. Et on n'aura que les yeux pour pleurer. Merci. Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Que personne ne puisse nous arracher cette fois-ci la cause et la victoire de notre peuple, le peuple africain. Que personne ne puisse se l'approprier. Que la jeunesse africaine soit vigilante
d'est en ouest, du nord au sud, grâce à cette connexion, grâce à cette technologie, nous sommes un peuple aujourd'hui. Nous nous connaissons, nous nous parlons. Ils nous ont divisés, ils nous ont mis dans des enclos, ils nous ont donné des langues différentes. On ne se connaissait pas, on ne se communique pas. Aujourd'hui, l'Afrique est connectée. La jeunesse africaine est connectée. Elle se parle, elle échange, elle discute. Elle a une même vision. Eh bien, c'est une occasion inouïe. Ne laissons personne nous remettre dans des enclos. Merci, Abdelkarim. L'Afrique de demain est déjà là. Et personne, je dis bien personne, ne nous empêchera de réaliser le rêve de nos aînés qui se sont battus et qui ont donné leur vie pour qu'aujourd'hui, cette jeunesse puisse arriver à destination, à la terre promise. Cette terre promise, c'est l'Afrique des demain qui est en train de naître. Nous irons à cette terre promise. Personne ne nous empêchera. Tout à fait. Merci infiniment. Quel que soit le prix, la jeunesse africaine est prête à payer. Il n'y a pas de Togolais, il n'y a pas de Tchadiens, il n'y a pas de Sénégalais, il n'y a pas de Nigériens. Merci. Il n'y a que d'Africains. Merci infiniment. C'est là qu'il s'agit. En tout cas, très bon message d'ailleurs, en tant que digne d'Afrique, l'Afrique patriote africaine. Alors, merci infiniment Abdelkarim, Yacoub Koudjoungoumi. Je rappelle que vous êtes doctorant en diplomatie, leader du mouvement politique tchadien, le Pacte des bâtisseurs, basé en France. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission. On se retrouve très prochainement. Vous pouvez aussi suivre la conclusion de Thé et Lou, et on se retrouve très prochainement d'ailleurs. Bonsoir et bon courage à nos compatriotes, à nos frères tchadiens pour la lutte, pour le combat démocratique en Afrique, notamment au Tchad comme au Togo. Alors, je vais vous poser la même question. Désolé de vous couper en tout temps, mais ce serait toujours dans le sens de votre développement. Donc, Faure Gnassingbé, vous êtes Togolais. Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005 au Togo, après la mort de son père Gnassingbé Adema. Mahamat Idriss Déby au pouvoir depuis 2021, aussi après la mort de son père. Donc, Idriss Déby, alors... Qui sont ces jeunes présidents qui veulent promouvoir le panafricanisme dans la dictature? Vous avez suivi tout à l'heure le Tchadien. Il y a un piège là-dedans. Merci Amos. J'aurais aimé compléter le développement que je faisais tout à l'heure en évoquant donc les critères de la souveraineté qui ne doit pas tromper. Il faut clarifier les axes ou du moins la ligne axiologique du débat panafricain pour dire que on ne peut pas, n'est-ce pas, se battre pour le panafricanisme sans se battre pour la souveraineté des peuples. Et la souveraineté des peuples se traduit justement par ce triptyque que j'évoquais tout à l'heure. Le premier étant l'isocratie, c'est-à-dire l'égalité des citoyens devant la capacité ou le droit d'assumer ou d'assurer la gouvernance du pays, et qui passe justement par des élections libres, démocratiques et transparentes. Le deuxième élément est l'isonomie, c'est-à-dire l'égalité des citoyens devant la loi. Et donc la loi doit s'imposer à tous, notamment la mère des lois, c'est la Constitution. Et donc le respect de cette Constitution qui encadre le vivre ensemble. On ne peut pas, n'est-ce pas, maganer cette loi, la changer ou s'imposer tout simplement quand il s'agit des successions, par exemple, dynastiques, comme on l'a vu au Tchad ou au Togo, avec l'aval de Macron, et qui a permis justement de ne pas respecter la constitution tchadienne. Le troisième, enfin, élément de ce triptyque est l'isogérie, c'est-à-dire le droit des citoyens de s'exprimer librement à travers justement les médias, à travers la parole libre qui est portée et qui montre une santé démocratique. C'est ces trois éléments qui amènent à une bonne gouvernance, au développement, au bien-être, à l'humanisme fondamental, c'est-à-dire au bien du peuple. Si c'est pas fait et que on s'inscrit dans un panafricanisme déraillé et qui est donc la lutte pour les souverains, eh bien, c'est le souverain qui a le pouvoir, lui seul. Et donc, ça amène à l'autocratie. Et l'autocratie, apparemment avec des discours assez lénifiants, comme si l'autocrate défend, n'est-ce pas, ou se substitue
à la souveraineté de tout un peuple, il pense pour le peuple ce qui est mieux pour lui et il s'impose à ce peuple-là. De notre point de vue, ce n'est pas du panafricanisme. On a vu de par le passé un certain nombre de leaders qui ont embrassé cette arnaque politique, le cas de Mobutu Sese Seko, qui a été quelqu'un qui a défendu les valeurs culturelles et tout ça, mais on a vu comment son régime a fini. On a vu le cas, par exemple, même des Yadema, qui a été imposé par la France, mais par la suite, qui a fait semblant d'avoir défendu le franc CFA ou encore de nationaliser la société des phosphates au Togo, mais in fine, c'est devenu plutôt une entreprise privée où il s'est énormément enrichi, sa richesse personnelle équivalait, n'est-ce pas, à la dette du Togo, et son fils a essayé de multiplier cette richesse-là par 5, on parle aujourd'hui de 20 000 milliards, qui est la fortune personnelle de Faure Gnassingbé, alors que le peuple togolais se retrouve dans la souffrance, où c'est très difficile de faire un repas principal par jour. Il n'y a pas de plateau technique pour soigner les Togolais. Les bébés togolais, les prématurés naissent dans des conditions exécrables, sans couveuse. Là, les conditions du peuple togolais est pire qu'une situation d'esclavage. Exactement, parce que en vous entendre également Abdelkarim, alors qui sont ces deux présidents qui veulent promouvoir le panafricanisme dans la dictature? Moi, je pense que c'est de l'arnaque politique, car les éléments, les critères que j'ai évoqués tout à l'heure, ces trois présidents les bâclent d'une certaine manière. Il n'y a pas eu le respect de la Constitution en termes de succession dynastique. Leur papa ont gouverné. Il y a un parallélisme de forme. On a l'impression que c'est des bébés siamois. Et ça, c'est la France qui est responsable de ça parce qu'il a soutenu le régime des pères qui se sont imposés par la force. Ils ont pris le pouvoir par des moyens violents. Vous voyez, au Togo, le président Sylvanus Olympio, qui est un président panafricain qui rejetait les accords lyonnais, le franc CFA, en tout cas tout ce qui constitue le combat panafricain aujourd'hui, le cœur du combat panafricain aujourd'hui, 60 ans plus tard, eh bien c'est à cause de ça que Sylvanus Olympio a été assassiné de façon odieuse, de façon, je dirais, atroce, et depuis, il n'y a pas eu d'enquête sur son assassinat. Donc, c'est tout un flou, et d'ici 2 jours, le 13 janvier, on fêtera le 61e anniversaire de son assassinat. Vous voyez. Donc, c'est pour dire que et quand on le compare, le Déby Père aussi a pris le pouvoir par la guerre, par la rébellion, dans la violence. Et ils se sont imposés par la terreur et la violence pendant plus de 30 ans, 38 ans pour Yadema, je ne sais pas combien pour, je crois 30 ans ou 32 ans pour le père Déby. Et à leur mort, les filles se sont imposées de façon pas des coups d'État constitutionnels. Dans le cas du Togo, c'est un quadruple coup d'État institutionnel en s'attaquant à l'Assemblée nationale, coup d'État militaire, donc les militaires se sont imposés, coup d'État constitutionnel en tripatouillant la Constitution et enfin coup d'État électoral. Et donc il y a, quand vous voyez la mécanique, c'est la même méthode, la même méthodologie de s'imposer au peuple et avec l'aval de la France, donc d'une certaine manière. Et ce qui arrive, c'est que ces bébés dictateurs portés au lait de la violence politique, dans des conditions où ils ont pris le pouvoir par la volonté de la France, se révoltent comme des enfants gâtés face à quelques remontades de la France sur certains aspects de la gouvernance. Et c'est là où ils retrouvent le manteau panafricain pour se positionner comme étant des enfants gâtés à qui on reproche n'est-ce pas, de ne pas parfois exagérer dans leur façon de gouverner. Et là, ils font semblant de se révolter contre leur maître. On regarde par exemple dans le cas du Tchad, le président Déby, il y a eu une enquête en France par rapport à un certain nombre de biens mal acquis, notamment les complets qu'il aurait commandé d'une certaine manière, et donc cela a ouvert une enquête sur les biens mal acquis, et ça ne l'a pas plu. À partir de là, on a senti que c'est devenu une affaire personnelle par rapport justement au président Macron. Donc, il ne faut pas se tromper d'objectif, il faut comprendre que ces enfants, ces bébés dictateurs sont violents, n'hésitent pas à
quand il s'agit de leur pouvoir tuer, à verser le sang, à s'enrichir personnellement et à se substituer eux seuls à la souveraineté du peuple. Dans le cas du Togo, et le fils Adéma, après 20 ans de pouvoir de son père, de coup d'État permanent, se permet justement de braquer la constitution togolaise et enlever au peuple togolais le droit désormais de choisir leurs dirigeants avec cette alchimie de constitution sortie de nulle part, justement avec l'appui de Alain Foka et qui se dit panafricain aussi, de pouvoir empêcher aujourd'hui le peuple togolais de choisir leurs dirigeants à travers ce régime dit parlementaire où Faure Gnassingbé s'assure de rester au pouvoir ad vitam aeternam. Voilà, donc on ne peut pas croire, on ne peut pas classer ces enfants-là de présidents qui ont tout eu sur un plateau d'argent, qui pensent et qui veulent promouvoir le panafricanisme. C'est le panafricanisme, je dirais, de l'arnaque politique. D'accord. Et qui consiste à asseoir leur propre pouvoir, le pouvoir des souverains, autocrates, et qui s'imposent à leur peuple et qui s'en fichent réellement du bien-être des populations. Il faut donc aller vers le panafricanisme de la souveraineté et qui redonne le pouvoir au peuple de pouvoir choisir leurs dirigeants, assumer la gouvernance tout à fait avec beaucoup de hauteur, de façon à ce qu'on rende compte de la gouvernance et qu'on s'assure que les droits de l'homme soient pouvoir préservés et que le bien-être des populations soit au cœur de toute la politique économique sécuritaire. Restez encore avec nous puisque vous allez commenter, analyser la présence du capitaine Ibrahim Traoré à Accra au Ghana à l'investiture du nouveau président ghanéen. On va libérer notre invité Abdel Yacoub Koudjougoumi. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre débat panafricain. Bonsoir et bonne continuation. Merci. En toute résistance. Merci pour l'invitation, c'est un grand plaisir. Merci et bonsoir. Merci de nous suivre sur Radio Canal K et Radio AVLT. Alors, merci de votre disponibilité. Vous êtes leader panafricain, analyste politique. Je l'ai dit tantôt, vous intervenez très souvent sur une radio panafricaine ou bien une télévision panafricaine, radio-télévision panafricaine, For You Media, basée au Cameroun. Vous avez suivi aussi cette actualité qui fait débat aussi au niveau panafricain surtout. Le capitaine Ibrahim Traoré était présent le 7 janvier dernier à Accra pour l'investiture du président John Dramani Mahama. D'autres présidents africains, notamment de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ont pris part à cette investiture du nouveau président ghanéen. Mais sans langue de bois, la présence du capitaine Traoré a provoqué une attention particulière d'abord de la jeunesse africaine au Ghana et aussi des autorités africaines présentes à cette investiture. Alors comment l'expliquez-vous, Lossonelou? Il faut noter que ça va rester dans les annales politiques. La visite du président du capitaine Ibrahim Traoré au Ghana, a retenu toutes les attentions. Le peuple panafricain, le peuple de Nkrumah, du Ghana, a salué un homme, un combat, un idéal. Vous voyez, l'incarnation de Sankara, et qui constitue d'ailleurs aujourd'hui l'un des plus jeunes présidents au monde, mais qui porte les aspirations profondes de son peuple et qui se bat justement pour la souveraineté. Et vous voyez cette symbiose du peuple, n'est-ce pas, avec le combat du président, du capitaine Ibrahim Traoré, et qui justement porte tous les critères qu'on vient d'évoquer de la démocratie. Quand le peuple porte un leader pour un combat, un idéal, il ne se fait aucun doute. Et il m'a semblé que sa visite a posé non seulement, en tout cas fondamentalement, les critères démocratiques où le peuple ghanéen a salué un homme, a salué un idéal, une jeunesse, est fier, n'est-ce pas, de sa présence, mais aussi a brisé le carcan, conflictuel de la CEDEAO, des chefs d'État. Rappelez-vous comment l'ancien président du Ghana, Nana Akufo,
avec ses camarades, ses collègues, ont pu créer les conditions qui ont amené l'AOS a quitté la CEDEAO et ses présidents ne se sont jamais déplacés vers un pays de la CEDEAO. Donc, le renouvellement, l'alternance au Ghana a brisé ce carcan et qui a fait en sorte que le capitaine Ibrahim Traoré est venu au Ghana, accueilli vraiment de façon chaleureuse, non seulement par le peuple du Ghana, mais aussi par le président Dramani, Mahatma Dramani, et donc ça a cassé, n'est-ce pas, ce blocus, ça a mis en cause cette division que les Occidentaux ont voulu imposer à travers certains présidents valets locaux de la CEDEAO entre les peuples de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est quand même assez impressionnant de voir cela. Mais au-delà de ça, vous avez vu aussi que tous les présidents étaient là, tous les présidents africains, que ce soit Tinubu, que ce soit le président du Rwanda, le président du Congo, mais personne n'a eu l'ovation, l'acclamation, n'a eu cette fierté que le président, ce charisme qui a été exprimé par le capitaine Ibrahima Traoré. Donc c'est les peuples, il faut écouter les peuples, il faut suivre justement la volonté des peuples. C'est pourquoi nous parlons au niveau de pyramide. Donc à travers cet accueil du président Ibrahim Traoré grâce de la jeunesse panafricaine, donc le capitaine en est reparti très conforté alors. Absolument, absolument. C'est-à-dire qu'il faut suivre les peuples. Il faut rappeler quand même que le peuple, le Ghana, c'est un pays anglophone, mais néanmoins, vous avez vu cette symbiose avec le peuple burkinabé, qui est quand même un peuple francophone, mais néanmoins, vous avez vu que les frontières imposées par le colonialisme occidental à travers donc la partition des territoires, la balkanisation des territoires, à travers les langues imposées et tout ça, n'ont pas résisté à cette communion des peuples de porter le combat d'un leader, le leader panafricain, le jeune lion, qui est l'incarnation même de Sankara, donc de l'idéal de Nkrumah, de l'idéal des grands panafricains comme Sylvanus Olympio ou encore tous les grands leaders, Cabral, Nasser, qui ont été Kadhafi, qui ont été assassinés par l'impérialisme occidental. Donc aujourd'hui, il y a une volonté de la jeunesse africaine, du peuple africain de se retrouver dans ce combat. Donc c'est un exemple, c'est un horizon que le peuple trace à nos leaders qui sont restés encore très vassalisés. Ils ont resté très souverains, justement, par la volonté occidentale de toujours maintenir leur peuple dans une forme d'exploitation, d'esclavage au service de l'Occident, et bien de comprendre que c'est ce que l'Afrique veut, c'est ce que les Africains veulent, c'est ce que la jeunesse africaine veut aujourd'hui. Et on se retrouve justement dans l'idéal de Jerry John Rawlings, par exemple. Et donc, c'est vers là que les vrais leaders qui veulent porter la souveraineté. Donc, le capitaine Ibrahima Traoré a donné une leçon à ses compères présidents de la sous-région ouest-africaine. Une vraie leçon politique, une vraie leçon géopolitique, et aussi à indiquer le chemin où les peuples veulent aller. Personne, le capitaine n'a pas, la façon dont le peuple ghanéen l'a reçu. Il y a même, j'ai lu des articles, on dit que le Ghana shut down. C'est-à-dire que tout le Ghana, c'est comme si le Ghana s'est arrêté pour saluer l'arrivée d'un homme, d'un grand homme, d'un grand panafricain. Mais c'est du jamais vu, ce qui s'est passé la dernière fois au Ghana. Et tous les autres présidents étaient comme des élèves dans une classe et qui reçoivent une doxa politique, un enseignement, n'est-ce pas, de ce que c'est que la vraie politique. Quand le leader porte les aspirations du peuple. Le leader on sent son engagement à redonner au peuple tous les éléments de développement, de souveraineté, de liberté, de sécurité. Et quand il s'engage au service du peuple, pas le peuple à son service, on voit ce que ça donne comme résultat. Et ça fait rêver. Ça fait vraiment rêver. Ça fait vraiment rêver. Ça redonne la fierté à l'Afrique.
ça redonne la fierté à l'Afrique. En tout cas, que l'avenir appartient donc au continent africain sur tous les plans. On sait que cette Afrique a été violée, violentée, exploitée, esclavagisée, génocidée. Mais l'avenir est quand même radieux puisque la population africaine vers les années à venir, on est déjà à 1 milliard 500 millions. Alors, on sait que les ressources stratégiques pour l'économie décarbonée de demain sont en Afrique et donc le repositionnement ou la reconfiguration de la géopolitique mondiale repose l'Afrique, n'est-ce pas, au centre même de l'ordre mondial. Et merci infiniment. Ça prend des leaders visionnaires, des leaders panafricains comme Ibrahim Traoré, que je salue avec beaucoup de déférence et j'encourage tout le peuple africain à soutenir son combat et aussi et que cela puisse inspirer, n'est-ce pas, d'autres leaders, d'autres militaires, comme au Togo, par exemple, pour se débarrasser de tous les oripeaux de la France-Afrique, de la vassalisation, de l'esclavagisation du continent africain. Merci infiniment, Ti Nyamasadi, Lorsonelu, Refoumé et Gonale. Vous êtes leader panafricain, analyste politique, président du MTN, mouvement pour un Togo nouveau. Vous êtes également un des responsables du mouvement de résistance Pyramide. Ainsi prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de prendre congé de nous tous, on se rappelle de cette citation de Frantz Fanon. Il avait dit: c'est fort. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Alors posons la question, vous qui nous suivez, de quelle génération sommes-nous? C'est clair. Chacun doit prendre ses responsabilités. Merci et à très bientôt. Et en continuité sur TikTok Live avec notre invité Mohamed Loum sur l'affaire des incendies des marchés au Togo. Novio, à vous l'été. Coucoulé, Titinta, bonsoir. La zone franc et le franc CFA est un système hérité de la colonisation. Le franc CFA freine le développement de l'Afrique. Il est aussi un outil de contrôle politique et économique sur les pays africains de la zone franc. Peuple d'Afrique, dirigeants africains de la zone franc CFA, pour la souveraineté de nos États, ensemble, optons pour un retrait massif de la zone franc. Ensemble et solidaires, nous y parviendrons. Ceci est un message du groupe Fenêtre sur l'Afrique en Suisse et dans le monde. Radio à vous l'été. La voix de la résistance africaine. Radio à vous l'été. L'esprit patriotique.